Waouh, j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir Jérôme Libeskine pour ce premier épisode du round 4e édition à Paris Retail Week 2023. Donc on est sur le 4e round. Bonjour Jérôme, comment allez-vous ? Bonjour Franck Journeau, écoutez, merci de cette invitation aujourd'hui. Donc c'est avec plaisir que je vais essayer de répondre à ces questions, à toutes ces questions imprévues, cachées. Voilà. On va voir. En tout cas, moi j'invite pas seulement l'ami Jérôme, j'invite l'expert de la logistique urbaine, puisque vous êtes le fier et puis depuis 10 ans le patron de Logicité, un cabinet de conseil et cabinet d'études, c'est ça, dédié en grande partie à la logistique urbaine. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Alors mes clients sont en grosse partie des collectivités locales et l'État, sur tout un certain nombre de sujets. Donc j'ai accompagné plus d'une 50aine de collectivités locales dans toute la France, aux 4 coins de la France depuis que j'ai démarré cette activité. Et puis un certain nombre d'acteurs de l'immobilier, du retail, on est sur Paris Retail Week, de l'industrie également qui s'intéresse à ces sujets-là, du transport, de la logistique, qui veulent en savoir plus finalement sur ce qui va leur arriver dans les années qui viennent. Exactement, ce qui va leur arriver dans les années qui viennent. Moi je trouve que vous avez une approche très intéressante parce que vous êtes un peu un visionnaire sur le sujet. Vous prenez l'existant, je dirais hier, j'appelle ça le hier, et vous parlez peu au présent et vous parlez très souvent de demain. Est-ce que j'ai bien compris le sens de votre mission ? Oui, alors quelque part dans ma logique, c'est d'analyser finalement d'où on vient avant de savoir où on va. On va construire des solutions demain, on sait qu'on va construire des solutions nouvelles, mais ce qui est intéressant, et dans l'approche en tout cas que j'ai choisie, c'est de creuser un petit peu plus loin et de savoir d'où l'on vient. Qui sont les acteurs du passé ? Qu'est-ce qui existait il y a un siècle, 2 siècles, et qui peut-être nous intéresser pour construire finalement ce dont on a besoin demain dans la ville. Avec des solutions du passé, on peut construire l'avenir ou pas ? Alors certainement, certainement, on peut certainement analyser finalement d'où l'on vient, analyser ces solutions passées. On parle par exemple du transport fluvial, c'est un cas qu'on connaît tous, qui était peut-être 10 fois plus important il y a un siècle qu'aujourd'hui. On se pose la question aujourd'hui de savoir comment on peut mieux utiliser les fleuves. C'est une solution par exemple. Au-delà d'être un expert, vous êtes aussi un maître de conférences. On se croise régulièrement, mais vous intervenez aussi auprès des écoles et vous êtes l'auteur de 3 livres. Ça me fascine parce que moi je trouve ça extraordinaire de pouvoir écrire et laisser une trace. Donc le premier c'est la logistique urbaine, je vais faire un peu de pub. Le second c'est la logistique urbaine au Japon, expérience fascinante, puisque c'est un livre que j'ai lu. Et le dernier qui cartonne, j'ai vu sur les réseaux, c'est Si la logistique m'était contée, 12 histoires pour comprendre l'évolution du commerce et de la livraison. En résumé, c'est quoi ce livre ? Et puis après on parlera de logistique urbaine. En résumé, c'est l'histoire de 12 personnages, la plupart oubliés. Certains méconnus et qui quelque part nous ont apporté énormément de choses sur le fonctionnement logistique des villes. Donc ça peut être des modèles assez divers, comme l'utilisation des transports en commun pour livrer des marchandises. Alors oui, c'est un sujet qui peut paraître curieux, mais c'est un sujet qui ressort aujourd'hui. On se dit on a des réseaux de transports en commun, on pourrait les utiliser. Ça peut être les histoires comme des personnages comme Félix Potin, qui est un personnage qui nous a tout appris, à la fois sur le commerce, mais aussi sur les liens entre le commerce et la logistique. Et finalement, quand on creuse ça, on va trouver tout un certain nombre d'idées, ou l'idée le modèle des bien connus, mais qu'il a fallu creuser des livreurs de repas en Inde qui datent d'il y a plus d'un siècle, avec des modèles sociaux qui sont particulièrement intéressants. Donc c'est l'histoire de 12 personnages, et puis c'est aussi finalement les leçons qu'on peut tirer de ce que nous ont apporté finalement ces 12 personnages. Donc c'est une recherche personnelle là aussi, non mais moi je l'ai trouvé fascinant. Pas du tout un livre académique. Je l'ai lu, j'ai lu le premier, j'ai pas lu le deuxième, et je trouve que celui-là particulièrement illustré et intéressant et très accessible. Donc pour moi vous êtes au-delà d'être un expert, vous êtes celui qui aime partager ses connaissances, vous avez un sens du partage qui est inouï. Et moi, ce que je retiens de votre expertise, et vous me dites si je me trompe, c'est une connaissance très forte sur le dernier kilomètre, on va peut-être définir ce que c'est ensuite, la logistique de centre-ville, qu'on appelle la logistique urbaine, et tout l'écosystème qui navigue autour de cette logistique urbaine, que ce soit les transporteurs, la ville, l'immobilier, etc. Moi, j'ai besoin, parce qu'on en parle beaucoup, et il y a très peu d'experts qui savent donner une définition, en quelques mots, c'est quoi la logistique urbaine ? Alors la logistique urbaine, c'est finalement l'optimisation de tout ce qui bouge comme marchandise dans les villes. La grande complexité, c'est que on est au carrefour de différents domaines. On est au carrefour de l'urbanisme parce qu'on est dans la ville. On est au carrefour du développement durable parce qu'on va parler environnement et optimisation non seulement économique, fonctionnelle, mais surtout environnementale. On est au carrefour, bien sûr, du transport et de la logistique.
et de la mobilité finalement, parce qu'on partage avec la mobilité des personnes les mêmes espaces dans les villes qui sont des espaces contraints. Alors c'est un vrai sujet d'actualité. Je pense aux trottinettes qui ont été retirées de Paris avec les opérateurs. Je pense au mouvement du e-commerce qui a créé peut-être un peu un désordre entre tous ces flux nouveaux qui entraient et parfois ces flux retours pour tout ce qui relève de la reverse logistics. Quels sont aujourd'hui, de façon très pragmatique, vous connaissez le modèle du ring, moi j'ai envie de savoir quelles sont, de façon très simple et pragmatique, les meilleures réalisations qui ont été effectuées dans nos villes. Alors moi j'ai tendance à dire que quelque part il y a des dizaines de filières différentes, et dans chaque filière on va retrouver des réalisations qui sont intéressantes. Je parlais de l'utilisation du fluvial par exemple, ce qu'a fait Ikea par exemple il n'y a pas longtemps, qui est de livrer Paris à partir de la Seine et puis en livraison en véhicule électrique. C'est remarquable. Ce qu'a fait Franprix depuis une dizaine d'années en utilisant la Seine et en livrant les magasins finalement en fluvial, ce sont des camions en moins dans la ville. Ce qui m'intéresse, c'est finalement, c'est pas du greenwashing, c'est quelque part qu'est-ce qui va réduire les flux de camions dans une ville, donc qui va permettre d'apaiser finalement les centres-villes et de réduire les impacts environnementaux. La cyclo-logistique en fait partie. Alors ça, je sais que vous connaissez bien le sujet. La cyclo-logistique, c'est quoi? C'est le vélo, tout simplement? Alors la cyclo-logistique, c'est l'utilisation professionnelle du vélo. Alors après, professionnel, donc on va mettre dessus une caisse qui va peut-être être à l'arrière, à l'avant, en remorque ou d'autres modèles au milieu qui vont permettre de porter, de transporter des marchandises. C'est-à-dire que c'est un modèle professionnel de transport de marchandises. Avec des vélos cargo par exemple? Avec des vélos cargo par exemple. Donc la cyclo-logistique, elle a 150 ans. Elle a un siècle et demi, elle a été abandonnée, il y a eu plusieurs époques. Et puis on voit que depuis quelques années, on a redécouvert finalement ce mode de transport. Donc là on a de très nombreuses expériences dans de nombreuses villes, de plus en plus petites d'ailleurs. Quelles villes? Quels sont les pays les plus en avance? Alors, quels sont les pays? Alors, je parlais du Japon, puisque j'ai écrit un ouvrage dessus. Pour moi, c'est le pays le plus en avance. Pourquoi? Parce que il y a une organisation de l'espace et une organisation des flux qui est prise certainement en amont par rapport à ce que l'on fait habituellement en Europe. Alors il y a aussi peut-être un respect, je vais dire, des réglementations qui est plus important dans ce pays, mais on voit que quelque part, finalement, l'image de la logistique au Japon, ça n'est pas nécessairement des véhicules autonomes et des véhicules avec des énergies extraordinaires, donc c'est plus le livreur à pied. C'est-à-dire qu'on va gérer la proximité finalement dans la livraison, et ça c'est très intéressant. Et est-ce qu'au Japon c'est une approche plutôt économique ou une approche écologique? L'utilisation des piétons, l'utilisation des vélos? Alors, pour moi, il y a un volet pragmatique. Il y a un certain côté pragmatique. Ouais, mais pragmatique écolo ou pragmatique. D'abord, au Japon, s'il n'y a pas de modèle économique, ça s'arrête vite. Puisqu'il n'y a pas de subvention. On n'est pas en Europe, il n'y a pas de subvention. Donc, quelque part, oui, il y a un volet économique. Et de plus en plus, il y a cette vision environnementale, finalement, qu'ont tous les pays, mais qui existe, bien entendu, au Japon. D'accord. OK. En France, on est bien, on est en retard, on est en avance, on est comment? Allez, on va parler de Paris, parce que faudrait qu'on parle des JO après. Oui, on pourra parler des JO. Je pense que les choses bougent. On avait probablement un certain retard par rapport à un certain nombre de pays, et je trouve que les choses bougent très très vite depuis quelques années. Donc il y a un foisonnement d'initiatives, qu'elles viennent d'entreprises du retail ou de la distribution, j'en ai cité deux tout à l'heure, ou qu'elles viennent de porteurs de projets qui créent finalement des startups ou comme qui, ça peut être des entreprises par exemple comme Citéliv dans le Nord, comme les triporteurs, comme d'autres sociétés qui vont créer finalement des initiatives finalement de livraison du dernier kilomètre de façon optimisée et pertinente sur le plan environnemental. D'accord. On va parler des JO, si vous êtes d'accord. Alors, les JO, ça va être l'événement majeur de l'année 2024 pour la France et principalement pour Paris. Et comme très souvent, lorsqu'un grand événement comme ça est organisé, on a tout de suite, on va dire des influenceurs pour être correct, qui viennent prendre le sujet pour le critiquer, pour le tordre et pour dire c'est un mal pour la ville, c'est dangereux, c'est pas écologique. On a tout entendu sur ce sujet, notamment en raison de problèmes liés à la logistique urbaine, à cette gestion de la foule. On parle de 12 millions de personnes qui vont arriver sur Paris et sa banlieue. Quel est votre avis sur le sujet ?
Alors, moi, c'est un avis très objectif. C'est que quelque part, on va avoir sur un territoire restreint, puisque le choix de la France, quand elle a candidaté, c'est d'avoir un regroupement des sites sur un espace extrêmement réduit. On va avoir en effet donc une population plus importante. Qui dit population veut dire flux logistique, parce que cette population, elle va consommer, elle va aller dans un magasin, dans les restaurants le soir, dans les bars, etc. Donc, on va avoir des flux logistiques qui vont être beaucoup plus importants sur ce territoire. Donc, d'environ 1,7 par rapport à la normale. D'accord, mais est-ce qu'il faut quitter Paris? Moi, c'est ça que je veux entendre. Est-ce qu'il faut quitter Paris quand on est parisien ou banlieusard? Est-ce qu'il faut rester à Paris? Est-ce que c'est dangereux? C'est quoi l'histoire? Dangereux, je suis mal placé pour répondre à cette question-là. C'est pas est-ce qu'on pourrait aller travailler normalement? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il faut rester à Paris? Oui, bien sûr qu'il faut rester à Paris. Il faut profiter de l'événement. Il est extraordinaire. Vous, je sais que vous habitez à Paris, au cœur de Paris. On va le vivre une fois cet événement. Est-ce que vous allez rester à Paris pour alors moi, oui. Donc j'ai pris mes places. Donc voilà, j'en ai pris pas énormément, mais j'en ai pris un certain nombre pour notamment voir les nouveaux sites qu'on réalise donc pour ces JO. Donc je serais très heureux d'y aller. Mais quelque part, je serais aussi heureux d'observer comment ça fonctionne sur le plan logistique. Alors notamment, on parlait d'augmentation des flux, on va avoir des flux plus importants, mais on va surtout avoir des contraintes. Des contraintes, ça va être des voies réservées, ça va être des espaces qui vont être contraints. On va pas pouvoir livrer certains quartiers pendant les événements pour des questions de sécurité et autres. Donc quelque part, on va avoir moins d'espace-temps et plus de volume à livrer. Donc c'est assez simple. Mais c'est possible. Finalement, la logistique. D'accord, ok. Je vous remercie, Jérôme. Je sais qu'on pourrait en avoir pour des heures et des heures, mais je crois qu'on a la deuxième minute. J'espère bien que ça sera possible. Et j'espère que vous avez... C'est quoi les épreuves que vous avez choisies? Parce que je sais que vous êtes fan de vélo. Alors j'ai du badminton, du water-polo. Non, j'ai pas pris de vélo et du tennis. Voilà. Donc c'est les 3 épreuves que j'ai choisies. D'accord. Le champion du monde. C'est qui le champion du monde de badminton? Aucune idée. Aucune idée. Merci.